Alors, ce qui caractérise le plus la forme du cerveau, et vous avez pu vous en rendre compte sur ce petit film, c'est les circonvolutions du cortex, en fait. Et pour la plupart des gens, je pense que la forme de ces circonvolutions n'a pas plus de signification que la forme peut-être des méandres de l'intestin, donc ça ne va pas très loin. Mais je dirais que les gens qui se posent la question de la raison d'être de ces plissements, en fait, se satisfont en général d'une explication qui est évolutionniste. En fait, c'est que la nature a trouvé une solution pour étendre en fait la surface du cortex tout en gardant une taille raisonnable à la boîte crânienne, et puis on s'arrête là. Et en fait, on a un petit peu la vision que les plissements du cortex, c'est rien d'autre que les plissements que j'imprime à une feuille de papier quand je la froisse. Donc c'est pas très intéressant. Et un des buts de mon exposé aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'il y a plus que ça derrière ces plissements. Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, je ne vais pas avoir énormément d'arguments, je vais avoir surtout des hypothèses, parce qu'en fait, on ne connaît même pas le phénomène qui préside à l'établissement de ces plissements pendant le développement. Un autre fait qui est intéressant, c'est si on compare quelques cerveaux, et là j'ai choisi les cerveaux de quelques-uns de mes collègues que je ne peux pas vraiment soupçonner de problèmes psychiatriques ou neurologiques, et vous voyez qu'ils sont très très différents. Et là encore, ça peut paraître vraiment très surprenant, mais personne ne sait pourquoi. Alors j'ai marqué 6 milliards de cerveaux, 6 milliards de motifs de plissement, c'est peut-être pas exactement ça, on peut se demander ce qu'il en est des jumeaux monozygotes. Je ne vais pas vous donner la réponse à la question, je vais vous laisser en fait essayer d'apparier 2 paires de jumeaux que Stan m'a prêtés, si j'ose dire. J'ai caché en fait les bords des cerveaux parce que je ne voudrais pas que vous soyez biaisés par la forme de la boîte crânienne, et je vais vous laisser essayer de retrouver les 2 paires de jumeaux quelques instants. Bon, je ne vais pas vous laisser mariner trop longtemps parce que c'est extrêmement difficile, ce qui n'est pas forcément l'intuition que vous pouviez en avoir. Je vais enlever les masques. Et donc, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a 2 cerveaux qui sont plus globuleux que les autres. Donc, en fait, les appareillements, ils sont en diagonale. Mais ce qu'on peut observer ici, c'est que 2 individus qui ont les mêmes gènes, qui ont la même boîte crânienne au niveau de la forme, n'ont pas le même motif de plissement. Donc, on est vraiment là sur la trajectoire du papier plissé, qui n'a pas grand-chose à comprendre, peut-être. Mais pour être complètement honnête, il arrive qu'on trouve une paire de jumeaux qui ont des cerveaux très très semblables, pas complètement similaires, mais où le schéma de plissement peut être vraiment retrouvé. Donc ça va quand même dans le sens que le phénomène en fait, qui crée ces plissements, cette dynamique, a quelque chose d'un peu chaotique au sens mathématique. Il y a beaucoup d'attracteurs possibles et parfois 2 jumeaux tombent dans le même attracteur, mais c'est assez rare. Ça va encore une fois dans le sens qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à comprendre, pas grand-chose d'utile dans ces plissements. Et pourtant, moi, je vais relever le défi et je vais essayer, pendant cet exposé, là encore, de vous faire sentir qu'il y a peut-être d'autres choses qui s'impriment dans ces plis, qui les sculptent, des choses qui surviennent pendant le développement, in utero, voire des comportements un peu systématiques. Alors, c'est un peu provocateur, cette déclaration d'intention, surtout pour les gens qui connaissent l'histoire, la phrénologie, dont le plein essor était à peu près il y a 200 ans. L'idée, en fait, qu'on allait pouvoir deviner des choses sur les gens simplement en pensant que la taille d'une circonvolution cérébrale donner une idée en fait, du développement de certaines facultés. Et à cette époque-là, on ne connaissait pas grand-chose au cerveau et on pensait que chaque circonvolution était le siège en fait, d'une faculté de très haut niveau, des choses comme l'esprit de famille ou la capacité à faire des mathématiques. Donc on sait aujourd'hui que ça a été des idées relativement loufoques, qu'aujourd'hui, en fait, ce genre de faculté implique quasiment tout le cerveau, tout un fonctionnement en réseau. Et puis surtout, à cette époque-là, on ne voyait pas le cerveau. Donc la seule manière en fait, de pouvoir avancer par rapport à ces hypothèses, c'était de palper le crâne de son voisin, de détecter la taille des bosses et d'intuiter qu'une bosse sur le crâne correspondait à une circonvolution très développée derrière. Et ce n'est pas quelque chose qui était restreint à quelques illuminés. Vous voyez, en fait, des gens ont développé des appareils pour mesurer les bosses du crâne, ce qu'on appelait des phrénomètres. Alors, il n'y a pas eu une industrie derrière comme l'industrie de l'IRM, mais ça laisse quand même une idée de l'excitation qu'il y avait autour de ces idées. Et si ça vous intéresse, je pense qu'il est encore possible d'avoir droit à un phrénogramme. Vous pouvez trouver certaines échoppes où des gens ont encore des appareils apparemment en fonctionnement, et vous pourriez vous faire une cartographie de vos bosses. Alors, en fait, on ne peut pas réellement s'intéresser à l'explication, à la recherche d'une signification à la forme des circonvolutions cérébrales sans comprendre en fait un petit peu ce qu'il en est de la localisation de tous les modules cognitifs qu'on peut trouver dans le cerveau. Et les choses ont vraiment commencé à l'époque de la neuropsychologie, en fait, en regardant ce qu'on trouvait comme lésions dans le cerveau de personnes qui avaient des déficits. Alors, ce n'était pas quelque chose de très adapté pour répondre à la question que je me pose, parce que bien sûr, les lésions n'avaient pas de raison de suivre les limites des circonvolutions, mais au moins, ça commençait un petit peu à orienter la manière dont le cerveau est organisé.
Et là où on trouve des informations plus intéressantes pour la question que je me pose, c'est en fait des études d'anatomistes qui, en gros, en prélevant des carottes dans le cerveau et en regardant les différents types de neurones qu'on y rencontre, étaient capables au siècle dernier de distinguer différentes aires, a priori correspondant à des aires fonctionnelles dans le cerveau. Ça correspond au bord dont Alain Prochian parlait hier. Et en fait, au milieu de ce cerveau, vous voyez qu'il y a un grand plissement qui s'appelle le sillon central, qui va être un petit peu le fil rouge pendant toute ma présentation, qui apparemment est vraiment la limite exacte entre deux aires architectoniques. Et il s'agit en fait des aires qui sont en charge de la motricité et des aires qui sont en charge de la somesthésie, du toucher. Et en fait, pendant longtemps, on n'avait pas beaucoup d'informations sur le cerveau des gens de leur vivant, mais il y avait quand même une situation très particulière. Dans un contexte de neurochirurgie, la chirurgie de l'épilepsie, où en fait, on fait une espèce d'enquête policière qui vise à faire émerger en fait, l'origine des crises pour éventuellement enlever un petit bout de cerveau, et aussi où on essaye d'éviter de léser des régions importantes. Certains chirurgiens procèdent à des stimulations du cerveau qui leur ont permis d'en savoir un peu plus sur l'organisation fonctionnelle du cerveau. Et par exemple, le long de ce sillon central, on a découvert à cette époque que se déroulent en fait deux cartes du corps, une carte motrice et une carte somesthésique. Mais c'est encore des informations très restreintes, ce qu'on peut obtenir à travers un petit volet neurochirurgical. Et donc la situation a complètement changé depuis 25 ans, parce qu'aujourd'hui, avec l'IRM, on a une machine où en quelques minutes, on peut faire une image de votre cerveau, et on peut, avec des moyens informatiques, reconstruire la forme tridimensionnelle du cerveau pour la regarder de la même manière que les neuroanatomistes des siècles derniers regardaient le cerveau dans le formol. Et on peut même voir son propre cerveau. En fait, c'est mon cerveau. Et pour les gens un peu comme moi, qui ont un petit peu du mal à comprendre des formes aussi compliquées en les regardant, on peut même imprimer son cerveau. En fait, j'ai sur mon bureau un modèle en taille réelle de mon cerveau en 3 dimensions, parfait. C'est d'ailleurs assez artistique. Et il m'arrive de le manipuler juste pour mieux comprendre ces formes. Je fais partie des spécimens d'individus qui comprennent mieux les formes en les touchant qu'en les regardant. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, bien sûr, l'IRM existe depuis 25 ans, c'est qu'il y a sur des disques d'ordinateur des images de millions et de millions de cerveaux. Donc les 6 milliards d'individus, il y en a déjà une proportion non négligeable dont on dispose d'une image du cerveau, ce qui veut bien dire qu'on va aujourd'hui pouvoir avancer sur le terrain de « y a-t-il un sens ?» à essayer de comprendre ces formes, peut-on y déceler des informations sur les gens utiles? Alors, ce n'est pas quelque chose qui s'est développé dans le monde clinique, parce qu'en fait, un radiologue, quand il fait une IRM du cerveau, ce qu'il regarde, c'est ce genre de planche, où il voit différentes coupes du cerveau, il va y chercher des lésions, des tumeurs, des signes d'atrophie, mais il n'est pas réellement capable de comprendre la complexité des plissements que je vous ai montrés sur l'image en 3 dimensions. Il peut en fait changer de plan de coupe, faire des choses de ce genre-là, mais c'est vraiment pas suffisant pour s'y retrouver. Et en fait, le domaine où des outils ont été développés pour essayer de mieux comprendre ces formes, c'est le domaine de la neuroimagerie fonctionnelle. Quand Stanislas fait une expérience, en général, il la fait sur 10, 20 individus, et quand il essaie de comprendre le résultat, il faut qu'il compare ces individus. Et quelque part, il faut qu'il gomme cette variabilité que vous avez observée tout à l'heure, le fait qu'on n'est pas tous pareils au niveau morphologique. Et l'idée en fait, qui permet de réaliser ça, c'est une idée dont on a déjà parlé d'hier, la vieille idée de Darcy Thompson, qui consiste à déformer des formes pour les étudier. Et donc aujourd'hui, on a des outils informatiques qui permettent de déformer tous les cerveaux pour les mettre en fait, dans un espace commun, où en fait, chaque cerveau, a priori, est recalé avec les autres. Alors ils ne sont pas recalés parfaitement, au sens que les aires architectoniques dont je parlais tout à l'heure ne sont pas parfaitement alignées. Et puis bien sûr, les plissements, en fait, on ne peut pas réellement les aligner non plus avec ce genre de système, pour une raison bien simple, c'est qu'on ne sait toujours pas comment réellement les apparier. Ici, vous voyez un cerveau où on observe un très grand plissement qui s'appelle le sillon temporel supérieur. Et sur ce deuxième cerveau, eh ben, on est bien en peine de le retrouver. Donc si on avait un petit outil du genre des outils avec lesquels on fait des petites animations, des morphismes entre visages, où on essaye d'apparier le nez, les yeux pour transformer quelqu'un en quelqu'un d'autre, dans le cas de ces deux cerveaux, on ne sait pas réellement en fait, quels sont les points à apparier pour déformer ce cerveau et le ressembler à celui-là, le faire ressembler à celui-là. C'est quelque chose de compliqué. Et c'est d'autant plus désorientant pour les gens qui sont dans les neurosciences depuis longtemps que le modèle habituel, c'était le macaque. Et les cerveaux de macaque, en fait, ils sont tous plissés pareil. Donc, pour essayer d'aller plus loin dans la compréhension de la signification éventuelle de ces plissements, mon équipe a développé dans les années 90 un outil qui est de l'ordre de l'intelligence artificielle, un outil qui est capable de prendre une IRM telle qu'elle sort des scanners et d'aller y reconnaître toutes les grandes structures du plissement qui ont été décrites par les anatomistes du XIXe siècle. Donc je ne vais pas vous décrire comment il fonctionne au niveau algorithmique. Il s'inspire un peu en fait des modèles qu'on peut avoir aujourd'hui de la vision biologique. La première chose qu'il fait quand on lui donne une IRM, c'est la mettre dans cet espace commun, cette espèce de grille de bataille navale, un petit peu comme quand vous lisez un livre, vous n'allez pas le lire de travers, donc vous allez l'aligner avec votre système de vision. Et puis en fait, il extrait petit à petit des informations et en particulier, il calcule un moule en négatif du cerveau, c'est cet objet en orange que vous voyez ici. Il découpe ce moule en plissements élémentaires
Et ensuite, il va demander à un système de reconnaissance des formes de plus haut niveau d'aller reconstruire avec ces morceaux élémentaires les grands plissements qu'ont décrits les anatomistes qui correspondent à ce jeu de couleurs ici. Et la manière dont le système procède, c'est par apprentissage. Grâce à un ami et neurochirurgien qui depuis toujours a trempé dans ces histoires et qui est capable, et il fait partie d'un nombre d'individus restreints sur la planète, il est capable d'identifier la plupart des grandes structures. Il a étiqueté les grands plissements sur une grande base de cerveau, ce qui a permis d'entraîner le système d'intelligence artificielle. Et ce système, ou du moins un des systèmes dont on dispose, aujourd'hui on en a plusieurs, il est fondé sur une petite communauté en fait, de réseaux de neurones artificiels. On a poussé l'analogie jusque-là, mais c'est presque anecdotique. Et chacun de ces réseaux de neurones artificiels est en charge en fait, de reconnaître un des grands plissements. Par exemple, ce grand plissement rouge que j'ai appelé le sillon central tout à l'heure, ou alors en fait la circonvolution qui est formée par deux plissements voisins. Il y a à peu près 500 réseaux de neurones comme ça, qui chacun sont entraînés sur la base d'apprentissage que je vous ai montré précédemment. Et quand on leur donne un nouveau cerveau, en fait, ils discutent, ils négocient, et chacun essaye de retrouver son petit. Je vais vous montrer une petite animation qui vous montre comment ça se passe. En fait, j'ai pris un cerveau, encore le mien, je suis un petit peu obsessionnel, et j'ai mis un jeu de couleurs en fait, sur les plis qui est dans le rouge quand tous ces petits réseaux de neurones sont encore en train de discuter, ne sont pas d'accord, et qui tombe dans le bleu quand ils trouvent un consensus, une manière d'étiqueter les choses, de leur donner des noms qui convient à tout le monde, qui est en adéquation avec la base d'apprentissage. Donc vous allez voir le petit film. Pendant longtemps, tout le monde se bagarre, et puis au bout d'un moment, il y a un consensus qui s'opère autour de ce sillon. Vous allez voir ça apparaître, c'est le sillon central. Et c'est d'ailleurs la manière dont procèdent les experts. C'est parce que c'est la structure la plus stable dans le cerveau, la plus facile à identifier. Puis après, ça se propage vers des régions beaucoup plus complexes, comme le lobe frontal, par exemple. Et donc, en fait, depuis une dizaine d'années, aujourd'hui, on dispose d'un outil qui nous permet d'identifier toutes ces structures de façon relativement légère, sans avoir à demander à un des rares experts de cette anatomie d'étiqueter les choses à la main si on a envie de les mesurer. Et donc, on a pu commencer en fait, à se poser des questions de l'ordre de la morphométrie, essayer de voir s'il y avait un sens à mesurer toutes ces structures. La première chose en fait, que les gens ont eu envie de faire et qui faisaient à la main avant qu'on ait ce genre d'outils, c'est de quantifier en fait, la quantité de cortex qui est enfouie dans les plissements. On a à peu près de l'ordre de 2/3 de cortex qui est enfoui. Et ça, on peut le mesurer assez facilement. Il suffit de faire un ratio entre la surface de cortex qui est dans les plis et la surface de l'enveloppe du cortex. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, dans la plupart des pathologies, qu'elles soient psychiatriques ou neurodégénératives, cet index de gérification est inférieur comparé à une population contrôle. Alors ça n'apporte pas grand-chose au niveau de la compréhension de la pathologie, mais ça allait dans le sens de se dire qu'il y a des choses qui s'impriment dans la forme des plissements et qui pourraient être utiles d'un point de vue clinique. Et bien sûr, après, si on veut dériver quelque chose de plus spécifique à chacune des pathologies, il faut y introduire un aspect spatial, d'où l'utilité de cet anatomiste artificiel dont on dispose, qui nous permet de mesurer des structures à différents endroits du cerveau. Donc par exemple, on est capable de mesurer la longueur d'un sillon, c'est toujours le sillon central, ou sa profondeur, ou en fait la distance qu'il y a entre les deux murs qui forment ce sillon. Et en fait, ce qui nous arrive en vieillissant, mais ça commence très tôt, ça commence à 20 ans, c'est qu'en fait les deux murs du sillon s'écartent. Et ça correspond à la fois à tout ce qui est pruning dans le cerveau. En fait, la quantité de tissu cérébral décroît très très tôt. Et en fait, on est capable de mesurer des paramètres qui mesurent ce phénomène et qui est juste l'écart moyen entre les deux murs du sillon. Et donc la première expérience qu'on a réalisée avec cet outil pour essayer de voir si ça avait un sens, c'est que sur à peu près 150 étudiants canadiens dont on disposait d'IRM anatomiques très très standards, on a fait tourner l'anatomiste artificielle, on a extrait les sillons, on lui a demandé de les reconnaître, et pour chacun des sillons, on a mesuré un index d'asymétrie qui nous permet de savoir si le sillon est plus grand dans l'hémisphère gauche ou dans l'hémisphère droit. Vous voyez, en fait, j'ai pris un cerveau au hasard et j'ai mis un code de couleur qui vous permet de savoir si effectivement le sillon est plus grand à gauche ou à droite. Vous voyez qu'on a beaucoup de couleurs dans le rouge ou dans le bleu parce qu'en fait, il y a beaucoup d'asymétrie dans le cerveau. Je ne vais pas tout commenter. Mais si on s'intéresse toujours à mon fil rouge, le sillon central, on se rend compte qu'il est bleu chez les gauchers et jaune chez les droitiers, ce qui veut dire qu'en fait, il est plus grand à droite chez les gauchers et plus grand à gauche chez les droitiers. Et en fait, il est plus développé du côté de l'hémisphère dominant. Vous savez que tout est inversé, en fait, c'est l'hémisphère droit qui contrôle la main gauche. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas exactement, mais en fait, ça va dans le sens de quelque chose qui est en train d'émerger dans la communauté. Je vais vous donner une analogie qui n'est qu'une analogie. En fait, aujourd'hui, on est de plus en plus convaincu que le cerveau n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui bouge en permanence au fur et à mesure de nos apprentissages, de notre vécu, même au niveau de la morphologie macroscopique. Et en fait, on voit un petit peu le cerveau comme un paquet de muscles. Et les muscles que vous entraînez, ils se développent, parce que s'ils travaillent plus, ils développent de la neuropile, ils développent des synapses, ils tirent sur les cellules gliales qui nourrissent les neurones. Et en fait,
le cerveau gonfle. En fait, il a été montré il y a une dizaine d'années que si vous entraînez quelqu'un à jongler intensivement, 1 heure par jour, les régions du cerveau qui sont en charge de la vision du mouvement vont en fait grossir. Et si pendant 1 mois il arrête, ça dégonfle. C'est caricatural ce que je vous dis, ce n'est pas des muscles, mais c'est un petit peu la vision avec les mains qu'on peut avoir aujourd'hui du cerveau. Et donc c'est un petit peu ce phénomène-là qu'on a mis en évidence ici. La question c'est est-ce que ces différences de taille du sillon sont natives, arrivent très tôt, ou est-ce qu'en fait c'est quelque chose qui est de l'ordre de la plasticité qui arrive à cause des heures qu'on peut passer par exemple à écrire avec sa main majeure. Et en fait plus récemment on a fait la même étude sur des gauchers contrariés, et on s'est rendu compte que les gauchers contrariés, cette asymétrie en fait, ils ont le pattern d'un droitier. C'est des gauchers contrariés qui écrivent avec la main droite, mais qui font encore la plupart des choses de la vie avec la main gauche. Donc ça va dans le sens de dire que le fait d'écrire pendant des heures à l'école avec une main va conduire le cortex à se plisser du côté qui contrôle cette main. Alors, pour des applications plus cliniques, en fait, le domaine qui a priori est le plus intéressant pour cette histoire, en fait, c'est la psychiatrie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de pathologies psychiatriques qu'on considère d'origine développementale. Et en fait, tout ce plissement se forme très très tôt, in utero, au moment en fait, où on subodore qu'il pourrait y avoir des choses qui perturbent le développement. Donc en fait, on espère qu'on va peut-être trouver dans la variabilité de ces plissements la trace de certains événements qui arrivent très très tôt pendant la croissance et qui pourraient créer une fragilité. Donc je vais vous donner une illustration là sur une autre population, c'est des schizophrènes, une trentaine de schizophrènes qui ont des hallucinations auditives tellement fortes qu'en fait, il n'y a aucun traitement qui arrive à les enlever et ils sont comparés à 30 sujets témoins. Et quand on compare en fait, entre ces deux populations la taille, donc l'étendue du plissement dans toutes les régions du cerveau, encore une fois, les sillons ont été extraits automatiquement par cette anatomiste artificielle, on se rend compte qu'en fait, il y a un certain nombre de sillons qui sont moins développés chez les schizophrènes. Et il se trouve que c'est les sillons en fait, des aires auditives et des sillons en fait, qui sont localisés dans le réseau du langage, dans l'aire de Wernicke, dans l'aire de Broca. Et donc ça va vraiment dans le sens qu'il y a quelque chose dans ce plissement qui est lié en fait, à la symptomatologie des gens. Alors ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui était là au début de leur développement ou quelque chose qui s'est installé après. Et on est allé encore plus loin en fait quand vous discutez avec quelqu'un qui a des hallucinations auditives, il est capable de vous dire j'ai une voix qui parle dans ma tête ou j'ai quelqu'un qui me parle qui est à l'extérieur de ma tête. On est capable de distinguer deux sous-populations et c'est quelque chose qui est stable. 1 an après, si on repose la même question, dans 95% des cas, les gens répondent de la même manière. Et si on compare ces deux populations, on se rend compte qu'il y a un de ces sillons qui sortait tout à l'heure, qui est le sillon temporal supérieur dans l'hémisphère droit, en fait, qui est décalé entre les deux populations dans la région en fait, de l'analogue de Wernicke à droite. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une population qui est décalée dans un sens par rapport à des contrôles et l'autre dans l'autre sens. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, c'est la région qui s'active quand on utilise l'IRM fonctionnel, quand on demande aux gens de répondre d'essayer de percevoir la direction d'où vient un son. Est-ce qu'il vient de la droite ou de la gauche ? Donc tout ça ne veut pas dire que ça a un quelconque lien avec la schizophrénie, mais juste pour dire qu'en fait on est tous très différents, comme le disait Alain Prochon hier, et que suivant la manière dont est organisé votre cerveau, vous n'allez pas avoir les mêmes symptômes si vous êtes schizophrène. Alors bien sûr, on découvre les différences entre des populations d'individus, mais on ne sait pas trop d'où elles viennent ces différences, comment elles s'installent. Et bien sûr, ce qu'on essaie aujourd'hui, ce qu'on espère comprendre, c'est comment tout ça arrive au cours du phénomène qui crée ces plissements, au cours de l'autogénèse. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile à étudier parce que la majeure partie du plissement survient pendant le dernier trimestre de grossesse. On a très peu d'informations dessus et comme je vous le disais tout à l'heure, personne n'a réellement d'explication claire sur les phénomènes et il y en a sûrement beaucoup qui président à l'établissement de ces plissements. Depuis quelques années, en fait, il s'est passé quelque chose d'assez inespéré pour les gens qui se posent ce genre de questions, c'est qu'on a maintenant accès en fait, à des images du processus. Vous êtes peut-être au courant qu'aujourd'hui, on est capable de sauver des très grands prématurés qui naissent avant même 6 mois de grossesse. Mais le problème, c'est que sur ces enfants, en fait, il y en a environ 1/3 qui vont développer des problèmes au cours de leur développement. Et donc, il y a des grosses études cliniques qui visent à essayer de comprendre l'origine des problèmes et qui conduisent en fait, à suivre l'évolution de leur cerveau par imagerie. Donc ces images que vous voyez ici en jaune, en fait, c'est la surface du cortex de ces grands prématurés qui a été reconstruit. Et ça, c'est des choses qui normalement se passent in utero. Et en fait, on a d'autres images des mêmes enfants à 6 ans, et on essaie de les comparer avec des enfants qui sont nés à terme pour voir si on comprend à quel moment, parfois, il y a une bifurcation et quelque chose qui ne se passe pas de manière normale. Et Jessica Dubois, qui travaille dans le laboratoire de Stanislas Dehaene, a déjà montré des choses intéressantes. Elle a montré, par exemple, que si on compare des sujets contrôles avec des jumeaux,
En fait, les jumeaux, à un âge donné, ont un cerveau un peu moins grand que des sujets contrôle. Le cortex a un peu moins de surface et il est un peu moins plissé. Ce n'est pas très inquiétant, tout est harmonieux. Ils sont sur la même trajectoire que des sujets contrôle, mais ils ont 1 ou 2 semaines de retard. En revanche, des enfants qui ont souffert pendant la grossesse, pour des raisons diverses et variées, on a fait une découverte complètement pas intuitive, c'est que leur cortex, pour une surface donnée, est plus plissé que le cortex de sujet contrôle. Et tout ça commence à pouvoir prendre un sens par rapport aux recherches qu'on fait sur ces enfants. Encore plus inespéré, en fait, dans le cadre d'un suivi de grossesse normale, quand au niveau de l'ultrason, on met en évidence des problèmes, les mamans sont emmenées dans un service de radiologie pour faire des images un peu plus précises que ce qu'on voit en échographie. Et depuis quelques mois, il y a 1 ou 2 équipes dans le monde, dont la nôtre, qui est capable de reconstruire la surface du cortex de ces enfants. Donc on accède vraiment là au processus de plissement au tout premier stade. Et là encore, en fait, il y a une demande du côté de la radiologie pour essayer de les aider à mieux comprendre en fait où en est un processus de plissement, parce qu'il y a un certain nombre de pathologies qui se manifestent à travers des anomalies de la génération, et ça pourrait vraiment être utile pour certaines décisions cliniques. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne comprenait pas grand-chose à ce qui crée les plissements du cortex, et en fait, il y a plein d'autres plis qu'on observe dans la nature où on ne comprend pas réellement leur genèse. Alors, je ne dis pas qu'il y a un seul mécanisme derrière tous les plissements qu'on découvre dans la nature, il y en a sûrement un grand nombre, mais c'est quelque chose qui a un regain d'intérêt dans le monde de la physique, et donc on trouve dans la littérature aujourd'hui des équipes de physiciens qui essayent de comprendre un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière un processus qui crée un pli. Alors par exemple, une question qu'on peut se poser, c'est quel lien il peut y avoir entre la géométrie de la surface qui se plisse et l'orientation des plis. C'est pas complètement anodin quand on s'intéresse au cerveau, parce qu'en fait, dans un cerveau humain, quand on a l'œil un petit peu aguerri, on se rend compte qu'il y a des directions privilégiées de plissement qui sont un petit peu les parallèles et les méridiens du cerveau. Vous voyez, il y a cette grande fissure au milieu qui s'appelle la vallée sylvienne, et puis en fait, il y a des plis qui tournent autour. Donc c'est un petit peu les parallèles du cerveau. Et puis dans l'autre direction, il y a des méridiens. Et tout ça est soit lié à la géométrie du cerveau, soit lié en fait au développement, un petit peu à la forme du tube neural qui est à l'origine de tout ça. Et si vous avez l'esprit physicien, vous pouvez même faire des expériences avec vos doigts quand vous prenez des bains un petit peu prolongés. Vous allez voir qu'on découvre toutes sortes de choses. Et dans les rares experts de ce phénomène, il y en a un qui vit à Paris, il s'appelle Roberto Toro, je ne sais pas s'il est dans la salle, il travaille à l'Institut Pasteur. Et il est vraiment un des rares experts qui commence en fait à faire des simulations pour essayer de montrer, de découvrir qu'est-ce qui pourrait vraiment conduire à ces plissements. Et puis un jour, les confronter à ces images très très récentes, ça date d'il y a 2 ou 3 ans, qu'on obtient chez les grands prématurés ou par imagerie anténatale. Donc en fait, pour l'instant, il développe des modèles très très simples, qui sont des modèles qui s'inspirent de la mécanique des milieux continus. Donc par exemple, un cerveau qui est juste un cercle, avec une certaine épaisseur qui correspond à l'épaisseur du cortex, et puis aussi des tensions qui viendraient en fait du centre du cerveau et qui correspondraient en fait à la trajectoire que suivent les neurones quand ils naissent au cœur du cerveau, autour des ventricules, et qui migrent vers le cortex. Ça créerait des tensions qui pourraient avoir des conséquences au niveau du plissement. Et il montre que quand on joue avec quelques-uns des paramètres, par exemple l'épaisseur du cortex, et qu'on essaie de simuler la croissance, on obtient en fait des plis très naturellement, et que la longueur d'onde de ces plis dépend par exemple de l'épaisseur du cortex. Le fait qu'on ait tous des cortex d'épaisseur similaire expliquerait pourquoi on a quand même une longueur d'onde assez similaire dans le cerveau. Alors plus récemment, il a même réussi à passer au 3D, donc je vais vous montrer un très beau film qu'il m'a envoyé cette nuit, en fait. Il a travaillé dur. Et vous allez voir qu'effectivement, on est capable, sans rien de biologique, avec juste des aspects purement mécaniques, de simuler des choses qui ressemblent à s'y méprendre à ce qu'on observe sur des vrais cerveaux. Alors c'est un des modèles. Il y en a d'autres. Celui en fait qui est le plus connu actuellement, il est surtout connu parce qu'il a été proposé par un neuroanatomiste américain. Il est américain. Et l'idée en fait, c'est que quand le cortex est complètement lisse, il y a déjà un certain nombre de faisceaux de fibres qui permettent aux différentes régions du cortex de communiquer qui sont en place. Et vous pouvez imaginer en fait qu'il y a une espèce de compétition entre tous ces faisceaux pour essayer de rapprocher les régions qu'elles relient. Et en fait, il a été montré expérimentalement qu'un axone, en fait, ça crée une certaine tension. Et un paquet d'axones, ça crée une tension d'autant plus importante. Et donc l'idée, en fait, c'est que la manière dont le cortex se plisse est une espèce d'équilibre qui se crée entre toutes ces tensions, entre les centaines de gros faisceaux de fibres qui existent dans le cortex. Et donc, on va avoir en fait des régions qui se rapprochent pour créer une circonvolution parce qu'elles communiquent énormément, et puis des régions en fait qui vont être séparées par un pli parce qu'il n'y a pas un nombre important de faisceaux, de fibres entre ces deux régions. Alors, c'est quelque chose qui est très séduisant, mais qui est difficile à tester, voire valider, parce qu'en fait, jusqu'à récemment, on ne connaissait pas la connectivité du cerveau humain.
Depuis une dizaine d'années, il y a une nouvelle technique IRM qui s'appelle l'IRM de diffusion qui permet de faire ce genre d'image. On est capable jusqu'à un certain point de cartographier ce qui est en gros les autoroutes, les nationales, la connectivité du cerveau humain, jusqu'à un certain point parce qu'on est encore sur rien, ça n'a pas été tellement validé. Mais malheureusement, on fait ça chez des adultes et si on voulait avoir la même chose chez un fœtus de 6 mois, ben, on n'y est pas encore. Donc c'est quand même très très difficile de savoir exactement ce qui est en place à 6 mois quand le cortex se plisse chez l'homme. Alors dans le domaine plus de la biologie, il y a quelque chose qui aussi vient d'émerger, ça fait quelques années, il y a quelques équipes qui ont proposé qu'il y a une différence fondamentale entre les cortex lisses et les cortex plissés qui se passe au niveau de la manière dont les neurones sont engendrés. En fait, ça se passe, comme je le disais tout à l'heure, autour des ventricules cérébraux, au cœur du cerveau. Vous avez des cellules qui s'appellent des proliférateurs qui se divisent pour créer des neurones et puis se repliquer. C'est une division qui est asymétrique. Et dans les cerveaux en fait, pas plissés, on obtient en fait juste une trajectoire linéaire où chaque précurseur se divise une fois et crée quelque chose qui va devenir deux neurones. Et en fait, dans les cortex plissés, à certains endroits qui correspondent aux endroits où va se développer une circonvolution, il semblerait qu'en fait, il y a un mécanisme qui est un peu différent, où les précurseurs initiaux créent d'autres précurseurs qui vont continuer à se diviser et créer beaucoup, beaucoup plus de neurones. Et expérimentalement, on voit apparaître des images complètement extraordinaires qui ont été réalisées chez le furet. Le furet, en fait, c'est un animal qui a la bonne idée, pour les gens comme moi ou Roberto Toro, de naître sans plissement. Et les plissements, en fait, arrivent pendant les premières semaines de vie. Et en fait, apparemment, il y a un marqueur qui permet de voir en fait, les proliférations de ces cellules intermédiaires qui multiplient le nombre de neurones qui sont créés. Et il semble que ça apparaisse précisément aux endroits où sont en train de se créer les circonvolutions. Alors, c'est peut-être que le début d'une histoire, c'est peut-être qu'une hypothèse, mais ça va un petit peu dans le sens de dire que le processus de plissement, il y a des choses biologiques derrière. Est-ce que c'est des morphogènes, ce dont parlait Alain Prochon hier? On ne sait pas, mais ça conduit d'autres de mes collègues à essayer de s'appuyer sur ces idées de Turing qui sont capables d'engendrer toutes sortes de formes et d'essayer d'investiguer la possibilité que ce soit un phénomène de ce genre aussi qui préside à l'établissement des plissements. Donc je ne vais pas insister parce que ça a déjà été évoqué hier. C'est l'idée qu'en fait, avec des choses très très simples, de morphogènes, un par exemple qui pourrait augmenter la vitesse de croissance du cortex et un qui pourrait l'inhiber, on peut créer des formes diverses et variées avec un système très très simple. Alors en fait, il a été dit hier qu'il y a très très peu de morphogènes qui diffusent, donc c'est déjà quelque chose qui va à l'encontre de cette idée, mais il y a des mécanismes en fait qui se comportent pareil, des mécanismes qui sont cette espèce de cascade de transcription qui se crée de proche en proche. Donc l'idée ici n'est pas nécessairement qu'il y ait un morphogène au sens morphogène, mais qu'il y ait un mécanisme de ce type qui puisse permettre d'engendrer des formes assez compliquées sans qu'il y ait besoin de coder beaucoup de choses au niveau génétique. Alors pourquoi ça intéresse beaucoup les mathématiciens? C'est qu'en fait, avec ce système d'équations, ce qui s'appelle une réaction-diffusion, quelque chose qui combine à la fois le fait qu'il y a une diffusion d'un pseudo-morphogène et des interactions non linéaires entre plusieurs morphogènes, on peut créer en fait des simulations d'objets naturels où on retrouve exactement les motifs qu'on trouve par exemple sur le coquillage ou sur le pelage des animaux. Alors en général, pour faire par exemple une peau de poisson, il n'y a pas juste l'équation de Turing, il y a aussi des gradients, un peu ce dont parlait Alain Prochon hier, mais c'est vraiment très très séduisant de voir à quel point on peut imiter la nature avec des choses aussi simples que les équations de Turing. Et il y a une dizaine d'années, en fait, Cartwright a proposé que ce soit un processus de ce type, de réaction-diffusion, qui conduise à des plissements labyrinthiques comme ce qu'on observe chez l'homme. Alors il l'a fait d'un point de vue très théorique sur un plan, et plus récemment, mon collègue et néanmoins ami Julien Lefebvre en fait, a repris ces idées et il les a amenées à un stade beaucoup plus pragmatique qui consiste à travailler d'abord sur une sphère, qui est la topologie du cortex, et puis à gérer le fait que cette sphère grandit, ce qui modifie pas mal les équations. Et il est arrivé à créer des simulations où, en fait, avec des conditions initiales très très simples, où vous avez un morphogène qui est relâché à un endroit spécifique dans le cerveau, on arrive en fait à engendrer tout un plissement qui ressemble beaucoup à ce qu'on observe sur des cerveaux réels. Et alors, quand on essaie de voir ce qu'il pourrait y avoir comme lien entre ces simulations et la réalité, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est ce qui s'appelle le diagramme de phase de ces équations. Je n'ai pas insisté dessus tout à l'heure, mais dans ces équations, il y a deux paramètres. Et quand on joue avec ces paramètres, on change un petit peu le comportement de ces équations. Il y a seulement une plage de paramètres où on voit apparaître les plissements des formes qui sont, on va dire, des motifs de Turing. Donc c'est ce que vous voyez ici dans ce diagramme de phase, où en fait on a les deux paramètres en ordonnée et en abscisse. Et puis il y a d'autres régions de ces paramètres où en fait le cortex, la simulation reste lisse, ou alors engendre plein de petites boursouflures, ce qu'on voit ici. Et il se trouve qu'en fait dans la nature, on trouve des cortex complètement lisses, et on trouve des cortex qui s'appellent des polymicrogyries, on voit toutes ces petites boursouflures.
Ce n'est pas une preuve que ce modèle correspond à la réalité, mais c'est assez séduisant. En fait, il est probable que si un cortex reste très lisse, c'est parce qu'il est trop épais. C'est presque anecdotique, mais ça a quand même un côté séduisant. Ce qui nous intéresse plus, en fait, c'est que quand on lance plusieurs fois la simulation en changeant un petit peu les conditions initiales, avec un petit peu de bruit dans les conditions initiales, on crée des plissements très très similaires, mais le grand plissement central qui est engendré autour du morphogène, de la localisation initiale du morphogène, en fait, il est parfois interrompu, une fois, deux fois, et ça correspond à ce qu'on observe dans la nature. Tout à l'heure, je vous ai montré le sillon temporal supérieur, un grand sillon qui est dans la région temporale ici, et qui était explosé en morceaux chez un autre cerveau. Ben, il peut en fait être interrompu une fois, deux fois. Il y a toute cette combinatoire qui peut être observée. Un autre phénomène qu'on observe, c'est qu'à côté, le long de ce grand sillon, on trouve en fait une ribambelle de perles, de petits sillons, qui apparaissent toujours au même endroit. Et là encore, c'est quelque chose qu'on observe dans des cerveaux réels, ce qui veut juste dire qu'avec une information très très simple, l'émergence d'un pseudomorphogène quelque part, on peut créer localement tout un motif qui ressemble beaucoup, y compris au niveau de la manière dont il montre une certaine variabilité entre les gens, à ce qu'on observe dans la nature. Alors ça m'a permis d'introduire une autre notion, c'est la notion de ces interruptions. Et depuis une vingtaine d'années, en fait, c'est une question qui nous intéresse beaucoup parce qu'en fait, le neuroanatomiste qui nous a aidé à entraîner notre système d'intelligence artificielle, c'est un neurochirurgien qui travaille à Marseille, il s'appelle Jean Régis. Et lui, il a une autre hypothèse. Il a une hypothèse qui veut que dans cette variabilité des plissements, on devrait trouver une espèce d'alphabet, quelque chose qui soit des plis élémentaires, qu'il appelle des racines sulcales, qui pourrait être en fait le premier endroit où le cortex se plisse et qui devrait être similaire chez tout le monde. Encore une fois, quelque chose de très très difficile à valider. Et il a fait une cartographie de ces plis dans tout le cortex, sur lequel on s'appuie pour un certain nombre de choses. Plus récemment, en fait, d'autres collègues, en étudiant en fait, la variabilité de la profondeur des sillons, et en cartographiant sur un grand nombre d'individus les endroits qui sont les plus profonds, ils ont fait émerger une carte qui ressemble à s'y méprendre à celle de mon ami neurochirurgien. Et on voit apparaître un certain nombre de structures qui ont été numérotées et qui sont stables jusqu'à un certain point entre les sujets. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on voit que ces structures, elles suivent cette idée qu'il y a des parallèles et des méridiens dans le cerveau. Vous voyez, il y a des choses qui tournent dans ce sens-là et d'autres dans l'autre sens. Ce qui fait que depuis longtemps, d'autres collègues de Marseille essayent de s'appuyer sur ces descriptions pour faire émerger en fait un paramétrage du cortex en longitude et en latitude, qui a peut-être un lien d'ailleurs avec certains paramétrages qui ont été évoqués hier, qui tireraient leurs origines dans le tube neural, et qui sont pour nous une manière d'essayer de s'appuyer en fait, une fois de plus sur ce qui peut être intéressant dans ces plissements pour s'y retrouver quand on compare des cerveaux. Je ne vais pas insister là-dessus parce que ça nous emmènerait trop loin. Je vais passer maintenant sur un autre sujet qui a beaucoup intéressé les gens depuis longtemps, même avant l'arrivée de l'IRM, c'est les asymétries du cerveau humain. Pourquoi ça intéresse les gens? Parce qu'on sait que la manière dont le langage est implémenté dans le cerveau humain est complètement asymétrique. La plupart d'entre nous, en fait, les régions du langage sont essentiellement à gauche, même si on trouve des gens qui ont d'autres patterns. Et donc les gens ont essayé de voir s'il y avait un lien entre la morphologie et ces asymétries et ces autres patterns. Ce petit film qui m'a été donné par un collègue canadien, en fait, il vous montre en fait un morphing entre un modèle d'hémisphère gauche moyen et un modèle d'hémisphère droit moyen. On voit qu'il y a des asymétries globales qui sont importantes, ce qu'on appelle le torque des hémisphères. Je ne vais pas insister, mais on voit qu'en fait l'endroit où ça bouge le plus, c'est par ici. On voit qu'il y a des mouvements globaux, et puis aussi localement, on voit des déformations de certains plissements. Et c'est une des régions essentielles du langage, celle qui s'appelle la région de Wernicke. Et en fait, très récemment, d'autres de mes collègues qui travaillent dans le laboratoire de Stanislas ont montré qu'en fait, ce type d'asymétrie existe de façon très très précoce. Sur les enfants, les grands prématurés dont je parlais tout à l'heure, Jessica Dubois a montré qu'on retrouve en fait des asymétries de taille du cortex dans la région dont je viens de parler et aussi dans l'aire de Broca, une autre région importante dans le langage. Le sillon temporal supérieur dont je parlais tout à l'heure, en fait, il naît avec 1 ou 2 semaines d'avance dans l'hémisphère droit et ça perdure en fait au cours du développement. Ici, en fait, c'est en 3 dimensions un moule négatif de ce sillon temporal supérieur chez des bébés à différents stades. Et on voit en fait que le sillon droit est beaucoup plus profond que le sillon gauche, probablement ici parce que le développement des aires du langage modifie complètement le développement. Et à partir du moment où on découvre ce genre de choses, on a envie de se dire qu'en est-il des primates? Et donc les outils qu'on a développés ont fini par atterrir dans les mains de primatologues américains qui ont des données auxquelles on n'imaginait même pas avoir accès un jour. Tout à l'heure, je vous ai montré des macaques, je vous ai montré qu'ils étaient tous pareils. Quand on regarde les babouins, en fait, ils se ressemblent encore beaucoup, mais on commence à voir par endroits des petites différences. Et puis quand on voit des chimpanzés, en fait, on commence à voir des phénomènes qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit chez l'homme, des lobes frontaux assez variables.
D'ailleurs, je m'étais amusé à un petit jeu pervers il y a quelques temps, c'est que j'avais une impression 3D d'un de ces cerveaux de chimpanzé, il était sur mon bureau, et de temps en temps, quand un neurologue venait me rendre visite, je lui demandais d'essayer d'estimer l'âge de ce cerveau d'enfant, et aucun d'entre eux n'avait intuité qu'il s'agissait d'un cerveau de chimpanzé, pour vous dire comment ils sont proches de nous au niveau du plissement. Et donc, quand on regarde les asymétries, on n'en trouve quasiment pas chez des espèces comme le macaque, alors que chez le chimpanzé, on en trouve. Et en fait, je vais vous dire 2 mots d'une histoire qui est à peine en train d'être publiée. En fait, il y a un centre de primatologie américain qui, dans le cadre du check-up annuel des chimpanzés qui vivent en fait dans des conditions relativement raisonnables, ils ont droit à une IRM tous les ans pour voir si tout se passe bien. Et donc, sur une centaine de ces chimpanzés, mes collègues primatologues ont distingué 2 populations. Une population qui en fait communique avec des vocalisations et une autre qui ne le fait pas ou quasiment pas. Et ils ont essayé de voir s'ils voyaient une différence d'asymétrie des plissements sur cette population. Donc en fait, ils ont étiqueté manuellement dans le lobe frontal les quelques plissements qu'on y observe, qui sont quand même beaucoup plus faciles à étiqueter que chez l'homme. En faisant certaines analogies avec l'homme, ça ne veut pas dire que quelque chose qui s'appelle pareil entre l'homme et le chimpanzé correspond à la même structure au niveau architecture. Et puis ils ont calculé un index d'asymétrie comme celui que j'évoquais tout à l'heure. Dans la population qui ne vocalise pas, qui correspond au point rouge ici, en fait, on n'a quasiment pas d'asymétrie. Et dans celle qui vocalise, en fait, donc, dans ces sillons du lobe frontal qui les ont intéressés, parce qu'ils ont un certain nombre d'hypothèses, bien sûr, on trouve des asymétries en faveur de la gauche. Et il y en a une qui est extrêmement marquée, en fait, qui est liée à un sillon, en fait, qui est situé ici dans un analogue de Broca. Et c'est assez perturbant, c'est assez intéressant, en particulier pour les gens qui se posent des questions sur l'origine du langage. Tout cela demande à être confirmé, bien publié. Mais ça donne bien sûr envie d'aller plus loin. Et il va y avoir un exposé tout à l'heure où on va vous parler de ce qu'on peut faire en paléoanthropologie sur la forme du cerveau. On fait beaucoup de choses en fait sur le volume du cerveau, mais parfois en fait, et ça donne lieu à de grandes polémiques. On peut voir en fait, en particulier, par exemple, ça c'est une image qui a été publiée il y a quelques semaines dans Science où en utilisant un synchrotron, on fait un modèle de très très bonne qualité d'un endocaste, donc c'est des moules en négatif, des fossiles, et puis il semble qu'on est capable de déceler en fait la trace de certains sillons, ce qui conduit un petit peu à essayer de les utiliser pour un petit peu situer les espèces les unes par rapport aux autres. Ici, en fait, ils n'ont malheureusement qu'un hémisphère, donc ils n'ont pas pu regarder les asymétries, mais c'est vrai que les gens rêvent de trouver des choses qui puissent aider un petit peu à faire ce que les gens sont en train de faire avec les chimpanzés. J'en dirai pas plus, mais je dirais qu'il y a quand même quelque chose de particulier quand on se pose de ce genre de questions. Et là, je vais revenir à un travail de mon ami Roberto Toro, c'est qu'il s'est rendu compte qu'en fait, les petits cerveaux et les grands cerveaux ne sont pas plissés pareil. En fait, cette courbe, en fait, elle correspond en abscisse au volume du cerveau et ici à la surface du cortex. Et si en fait tout était isométrique, si un petit cerveau c'était un grand cerveau réduit de façon isométrique, on devrait avoir une pente qui est de l'ordre de 2/3 pour des considérations de dimension. Et en fait, la pente, elle est beaucoup plus importante, donc les gros cerveaux sont beaucoup plus plissés. Et on essaie de comprendre ce genre de choses, dont d'autres collègues en fait ont réussi en fait, à analyser la forme du cortex en faisant des développements qui s'apparentent un petit peu à ce qu'on fait quand on fait des transformés de Fourier. Ils s'appuient sur ce qui s'appelle le spectre de Laplace-Beltrami. Et ils essaient en fait, de s'appuyer sur l'idée qui a été mise en évidence par certains physiciens que quand un gel, par exemple, se plisse, on a en fait des doublements de fréquence au fur et à mesure que les compressions qui créent les plissements augmentent. Et en fait, on est capable de décomposer le plissement du cortex par rapport à cette idée. Et ils ont montré en fait que le premier niveau de plissement, le plissement le plus élémentaire, qui correspond à ce qu'on voit pendant les premiers stades de l'ontogénèse, ne dépend pas de la taille du volume du cerveau, alors que les plissements secondaires sont beaucoup plus marqués chez les gros cerveaux. Alors, où tout cela va aller, il y a bien sûr la possibilité de toutes sortes de débordements. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du cerveau d'Einstein. Il avait disparu en fait, pendant quelques décennies. Apparemment, c'est son médecin qui l'avait subtilisé pour essayer de faire des études dessus, pour voir s'il ne trouvait pas des choses très particulières. Je pense même que des gens ont émis des hypothèses par rapport à la quantité de cellules gliales d'Einstein. Et puis quelqu'un a regardé les plissements. Et puis, je ne vais pas du tout commenter les résultats, mais il semblerait qu'Einstein avait 2 hémisphères droits. Est-ce que tout cela est intéressant? Est-ce que tout ça fait sens? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est assez perturbant pour les gens comme moi. Mais il se passe quand même quelque chose, on est vraiment sur le point d'avoir les outils qui vont permettre de répondre à des questions. Et je vais conclure sur un résultat très très récent. Je vous ai parlé du sillon central. Je vous ai dit qu'en fait c'était un sillon dont la taille dépendait de la latéralité manuelle. Là, je vous en montre un grand paquet en 3 dimensions. Vous voyez qu'ils ont des formes assez variables. Et donc, il y a peut-être d'autres choses à comprendre là-dedans que la taille. Et donc là, on ne comprend pas trop quel lien il peut y avoir entre ces formes. Et en fait, on peut les réordonner. Et ce que vous voyez, en fait, c'est qu'il y a une encoche dans ce sillon qui monte quand on les ordonne comme ça, avec une technique dont je vais dire 2 mots. Et en fait, cette encoche, elle est bien connue pour être l'aire motrice primaire de la main. Et on voit qu'en fait, elle peut être localisée au milieu du sillon ou très très haut.
Et la manière en fait, dont l'ordinateur arrive à mettre en évidence ce genre de choses, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on manipule des milliers de cerveaux. Et donc, cette information, en fait, c'est l'ordinateur tout seul qui l'a trouvée, en trouvant une manière d'aligner 1000 sillons centraux d'une manière raisonnable pour que ceux qui sont proches les uns des autres aient des formes similaires. Et récemment, grâce à l'aide de l'équipe de Stan, on a prouvé que, effectivement, cette encoche, même pour les sillons où elle est très décalée vers le haut, correspond à l'aire fonctionnelle primaire de la main, et qu'une deuxième encoche qu'on voit apparaître dans des sillons qui ont cette aire très très élevée est reliée probablement au langage. Et là où on a un résultat qui est très très marquant, c'est que si on revient au gaucher et au droitier, on se rend compte en fait que dans les hémisphères dominants, les droitiers en fait, ils ont la configuration du sillon avec deux encoches, alors que dans l'hémisphère dominant des gauchers, on est de l'autre côté. En fait, leur aire primaire de la main, elle est vraiment au milieu du sillon. Et si on se focalise sur l'hémisphère gauche, on voit bien que les droitiers et les gauchers sont différents. Et si on regarde les gauchers contrariés dont je parlais tout à l'heure, je vous avais dit qu'en fait, en termes de taille du sillon, ils devenaient comme des droitiers. Ben, en termes de forme du sillon, ils restent comme les gauchers. En particulier ceux qui ont un ascendant qui est gaucher, ils restent vraiment de ce côté-là. Certains se décalent quand même par là. Tout ça pour dire qu'en fait, vraiment, dans ces plissements, il y a des informations qui donnent des idées sur ce qui s'est passé très tôt pendant le développement, qui a conduit des gens à devenir gauchers et droitiers, et puis des informations qui viennent en fait d'un comportement, le fait de passer des années sur les bancs d'école à écrire avec une main donnée. Donc je ne sais pas si je vous ai convaincu, je ne sais pas où tout cela va aller, vous pouvez penser que tout ça est de l'ordre des lectures des lignes de la main. J'espère qu'en fait, il y a quelque chose de plus concret derrière, qu'on ne comprend pas vraiment, mais qui pourrait avoir une utilité même clinique, ne serait-ce que pour faire du dépistage de risques de pathologie développementale. On utilise bien l'acupuncture sans réellement comprendre comment ça marche, et je vais arrêter là.